Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut faire. Si tu as dans ton portefeuille des actions qui se sont effondrées, donc qui ont perdu par exemple 40%, 50%, voire plus. Et puis je te donnerai ma méthode en 5 étapes pour savoir quoi faire dans ces situations. Donc déjà, c'est un scénario qui est ultra classique en bourse. Tu achètes une action, peut-être qu'au début, le cours de l'action monte, tu ressens aucune inquiétude, il n'y a pas de news négative ni rien, donc tout se passe bien. Puis à un moment donné, l'action perd peut-être 5%, 10%. Jusque-là, ça va, tu te dis justement, tu te dis peut-être même que c'est une opportunité pour en racheter, donc peut-être t'en rachètes à ce moment-là, tu buy the dip. Et puis le 10% devient un 15%, un 20%, un 30%. Et là, tu commences à te poser des questions, tu vois. Tu commences à douter un peu. Tu vas voir les news. Et là, tu découvres d'un coup dans les news que maintenant, l'entreprise a plein de problèmes. Donc, tu découvres qu'il y a maintenant un concurrent ou des concurrents qui menacent l'entreprise, qu'il y a une nouvelle innovation technologique, pareil, qui menace de disrupter complètement l'entreprise de l'action que tu as achetée, et ainsi de suite. Donc, d'un coup, tu découvres plein de problèmes dont personne ne parlait avant. Donc ça t'inquiète, tu regardes ton portefeuille, là tu vois ta grosse moins-value en rouge, donc ça rajoute encore du stress, ça rajoute de la peur, tu as peur que l'action continue de baisser et que du coup tu perdes encore plus, voire même qu'elle aille à zéro et que tu perdes tout. Et c'est là où tu commences à avoir une envie irrésistible, vraiment presque irrésistible de te débarrasser de l'action et de vendre le plus vite possible. Et donc ça c'est le genre de réaction que tous les investisseurs en bourse ont déjà eu, hein, au moins au tout début, et qu'après on peut justement apprendre à gérer. Et donc la source de ça, c'est simplement les biais psychologiques humains. Donc le biais psychologique, c'est des raccourcis mentaux qui se passent dans notre cerveau, qui sont principalement pour la plupart, pas tous, mais la plupart dus au fait que l'Homo sapiens est apparu il y a 200 000 ans et que le néolithique a commencé il y a seulement 10 000 ans et que donc tu as eu 190 000 ans dans notre histoire où on était des chasseurs-cueilleurs et donc notre cerveau est resté adapté à cette vie de chasseurs-cueilleurs et donc nos modes de vie ont évolué plus vite que notre cerveau. Et donc ça fait qu'on a encore aujourd'hui des réflexes qui sont pas, enfin, qui nous servent plus à rien en fait, qui sont pas du tout adaptés au monde dans lequel on vit, voire à même qui sont contre-productifs. Et justement en bourse, ces raccourcis mentaux, ils jouent à 100% contre nous. Et donc là dans notre situation, il y en a trois principaux qui jouent. Donc le plus important étant le troisième. Donc déjà tu as le biais de récence. Donc c'est le fait que notre cerveau accorde plus d'importance à ce qui s'est passé récemment. Et donc, ça marche dans les deux sens. Tu as une action qui a explosé récemment, donc je sais pas, sur les derniers mois par exemple, ou sur la dernière année, intuitivement, alors ça se passe, c'est totalement inconscient, hein, mais intuitivement, on va avoir tendance à imaginer, à voir la courbe se poursuivre comme ça à l'infini. Donc ça, c'est un énorme piège, mais c'est un autre sujet. Et donc, ça le fait aussi à la baisse. Donc, c'est une action qui baisse depuis plusieurs mois. Voilà, inconsciemment, tu imagines cette courbe qui se prolonge à l'infini jusqu'à zéro, et donc jusqu'à ce qu'on soit ruiné. Et on a du mal à visualiser comme ça le retournement, quoi. Donc déjà, il y a le biais de récence, ensuite il y a la pensée moutonnière, c'est le fait que quand on voit tout le monde acheter, on a une envie naturelle de suivre le troupeau et donc d'acheter avec tout le monde. Et à l'inverse, quand on voit tout le monde vendre, ça nous donne envie de vendre. Et puis le plus important, c'est l'aversion à la perte, donc c'est le fait que perdre 50%, ça fait 2 fois plus mal que gagner 50% ne procure de plaisir. Donc par exemple, c'est une action qui est à 100, si elle passe à 50, ça va te faire souffrir 2 fois plus, tu vas le ressentir, ça va te procurer 2 fois plus de mal-être que le plaisir que te procurerait le fait de voir l'action passer de 100 à 200, tu vois. Donc en gros, on ressent 2 fois plus fort les pertes que les gains. Et donc dans ces situations où tu as une action qui s'est effondrée, en fait, tu as envie de vendre parce que ton cerveau a un besoin presque vital de stopper cette douleur, en fait. Et en plus, cette envie de vendre, elle est encore amplifiée si tu regardes souvent ton portefeuille, parce que du coup, tu t'exposes à cette perte latente, tu vois ce chiffre rouge, et donc tu t'exposes encore plus à l'aversion à la perte. Donc maintenant, comment on fait pour se défendre contre notre propre cerveau qui veut pas qu'on gagne de l'argent, et donc pour savoir si on doit vendre ou non dans ces situations? Donc j'ai 5 étapes. La première étape, c'est une étape de prise de conscience. C'est de vraiment intégrer, et je sais que c'est un truc que tout le monde dit, mais qui n'est pas vraiment intégré, je me rends compte, c'est de vraiment intégrer que l'investissement, c'est du long terme. Et donc ça implique que sur le chemin, pendant ce parcours long terme, il y aura nécessairement des baisses qui seront parfois très importantes. Il y aura obligatoirement des actions qui feront moins 20%, moins 30%, même moins 50%. C'est fort probable que, je pense, à peu près tout le monde dans un parcours d'investisseur aura des actions qui vont se prendre à moins 50%, hein, voire même plus d'une fois. Et un bon exemple de ça, c'est Coca-Cola dans les années 90. Donc tu avais en 1988 Warren Buffett qui avait acheté pour 1 milliard de dollars d'actions Coca-Cola. Aujourd'hui, 1 milliard, ça paraît pas énorme pour Berkshire Hathaway, mais à l'époque, il faut savoir que c'était le plus gros investissement qu'ils avaient jamais fait, quoi. Donc 1 milliard de dollars en 88. Et déjà, c'est intéressant de voir que c'est arrivé justement
après une baisse de, en gros, après une baisse de 33%, quoi. Et pendant les 10 années qui ont suivi, l'action est passée de 2,30 $ en 1998 à 44 $, donc c'est quasiment un fois 20. Et en fait, à la fin justement des années 90, on avait posé une question à un groupe d'investisseurs. On leur avait demandé combien d'entre vous ont possédé du Coca-Cola sur la dernière décennie. Et la totalité, enfin toute la salle a levé la main, donc tout le monde avait déjà eu du Coca-Cola en portefeuille. Et là, on leur a demandé combien d'entre vous ont eu la même performance que Warren Buffett. Et là, la plupart ont baissé la main. Et en fait, une des raisons, c'est qu'ils étaient beaucoup à avoir, une des raisons principales, c'est qu'ils étaient beaucoup justement à avoir vendu pendant des baisses, de peur que ça y est, le business soit en déclin ou n'ait plus de croissance à l'avenir, ou ce genre de choses, quoi. Donc c'était justement fait avoir par l'aversion à la perte, parce que faut regarder le parcours, il y aurait eu plein de moments où on aurait pu paniquer. Donc Warren Buffett a acheté en 88 ici, mais donc on a ici en 89 un moins 20%. Juste après, on a un moins 25%. Ensuite, on a de janvier 92 à juillet 94, où ça n'a pas bougé, 2 ans et demi à patienter, avec entre-temps des baisses de 20%. Et ensuite, ici, on a eu quand même un moins 30% en 97. Donc quand on zoome comme ça, on voit que le parcours n'était pas particulièrement lisse et qu'il y a eu à plusieurs reprises des moments où on aurait pu douter, on aurait pu avoir peur, on aurait pu paniquer. Mais si maintenant on dézoome et qu'on regarde la tendance globale, que donc on adopte plus une vision long terme du truc, et ben voilà, on voit que de 88 à 90, au final, toutes ces baisses qu'il y a eu entre temps, c'était juste du bruit et ça aurait pu juste être ignoré. Donc il faut toujours se rappeler qu'une baisse de prix, que ce soit de moins 50% ou peu importe combien, c'est jamais une raison de vendre en soi, simplement parce que quoi qu'il arrive, ça fera partie du parcours. Même une action qui va faire un fois 100, un fois 1000, sur le chemin, il y aura obligatoirement eu des énormes baisses, des moins 20, des moins 30, des moins 40, des moins 50, peut-être même des moins 60 ou des moins 70%. Ça fait partie du parcours. Et donc, à partir de là, une baisse de prix en soi, c'est jamais une raison de vendre. Mais c'est même encore pire, parce que non seulement une baisse de prix, c'est jamais une raison de vendre, mais en plus, c'est le pire moment pour vendre. En fait, le meilleur moment pour vendre, c'est le pic d'optimisme, le pic d'euphorie. Donc la période où toi, tu ressens aucune inquiétude, où les news sont positives, il n'y a pas de signe de... Personne ne parle des risques, il n'y a pas de signe d'inquiétude, les valorisations sont élevées, les prix ont augmenté depuis un certain temps en ligne droite, et à l'inverse, si tu as une énorme baisse, c'est le pire moment. Pourquoi ? Parce que c'est suite aux énormes baisses qu'on a les plus grosses performances qui arrivent après. Et l'explication de ça, c'est que la performance d'une action, elle vient de principalement deux choses: la croissance du free cash flow par action et la variation du multiple de valorisation, donc en l'occurrence le prix sur free cash flow. Et donc si tu as par exemple, admettons, un free cash flow par action qui bouge pas, mais que tu as un prix sur free cash flow qui double, qui passe de par exemple 10 à 20, et bah tu as le prix de l'action qui va doubler. A l'inverse, si tu achètes à 30 et que ça passe à 15, et bah là, le prix de l'action va être divisé par deux, quoi. Donc quand il vient d'y avoir une énorme baisse, donc par exemple, admettons, revenons ici sur Coca-Cola en 87, en octobre 87, et bien la baisse du prix, ça a justement fait baisser le multiple de valorisation, donc ça a fait baisser le prix sur free cash flow de Coca-Cola, et donc mécaniquement, la performance future à ce moment-là, il était supérieur en partant alors dans l'idéal, en partant ici du 19 octobre 87, ou même sinon en partant de décembre 87 ou janvier 88, que en partant du plus haut de l'époque de août 87. Donc forcément, on part d'un multiple de valorisation plus élevé, donc la performance future va être plus faible. Il fallait à ce moment-là de août 87 à avril 89, donc presque 2 ans pour revenir au même prix, alors que donc là à ce moment-là on était à 3 $, alors que celui qui avait par exemple réussi à acheter là pendant cette semaine-là, il était déjà peut-être à un x2, quoi, ou presque x2. Donc ça c'était la première étape, donc vraiment intégrer que l'investissement c'est du long terme, que les grosses baisses, ça fait partie du parcours d'une action qui performe bien, c'est totalement attendu, et donc il ne faut pas s'en étonner, et encore moins en paniquer, et puis se rappeler que les moments de panique c'est justement plus des moments pour acheter que des moments pour vendre, puisque c'est suite à ça qu'on a les meilleures performances futures. La deuxième étape, elle va te permettre de réduire l'aversion à la perte. Donc c'est un truc, je sais que tu peux le faire sur Interactive Brokers, je sais pas pour les autres courtiers, faut voir. Mais en tout cas sur IBKR, tu peux aller modifier les colonnes que tu affiches dans ton portefeuille. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est enlever toutes les colonnes qui te donnent des trucs sur la journée. Tu vois, plus-value latente ou moins-value latente journalière,
en pourcentage, en valeur brute, voilà, tout ça, tu enlèves, tu laisses que les trucs long terme. Comme ça fait que tu seras plus exposé, donc dans les phases de baisse, tu seras plus exposé au moins 3%, moins 4%, moins 5%, moins 10% du jour. Et quand ça commencera à faire 1 an, 2 ans, 3 ans que tu investis, si tu n'as pas acheté n'importe quoi, bah, en regardant uniquement, en affichant uniquement tes plus ou moins values latentes long terme, tu vois, donc pas de la journée, et ben, à un moment donné, ce sera tout vert, quoi. Au bout d'un moment, tu auras que des plus-values. Et donc, le fait de juste voir ces chiffres verts, même si un jour, tu as écrit je sais pas, un jour, tu as écrit un plus 10 000, si le lendemain, tu vas voir et qu'il y a écrit un plus 7 000, tu vas pas le vivre comme un moins 3 000, tu vois. Juste le fait que ce soit toujours vert, que ce soit toujours une bonne plus-value, ça suffira à désactiver la version à la perte, quoi. Donc, faire ça, c'est déjà bien. Et après, tu as le deuxième niveau de ça, c'est de carrément aller beaucoup moins voir son portefeuille et aussi aller beaucoup moins voir sa watchlist parce que ça t'affiche aussi les pertes et gains journaliers sur les actions que tu as. Donc c'est une deuxième manière encore plus forte de ne pas s'exposer aux pertes latentes et donc de ne pas activer la version à la perte. De toute façon, quand il y a quelque chose qu'on veut arrêter de faire, enfin qu'on veut ne pas faire mais qu'on a du mal à y résister, le mieux, c'est pas d'utiliser sa volonté ou je ne sais quoi, ça marche pas très bien. Le mieux, c'est de ne pas s'y exposer. C'est comme si tu n'arrives pas à résister à manger du Nutella si tu as un pot de Nutella devant toi. Le plus simple, c'est déjà de ne pas acheter de Nutella. Et ensuite, pour réussir à ne pas acheter encore plus facilement du Nutella, c'est de ne pas passer dans le rayon du Nutella. Donc il faut se dire que tu peux investir en bourse, mais à peine regarder ce qui se passe pendant des semaines, voire des mois. Et ensuite, tu reviens, tu vois qu'il y a eu une énorme baisse pendant 6 mois, et à la limite, tu n'es pas au courant, tu as juste continué ta vie. Et donc, voilà, tu n'as pas vécu ces sensations de stress, d'avoir ton patrimoine qui se réduit de jour en jour, quoi. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'aller regarder les chiffres de l'entreprise pour aller regarder est-ce qu'il y a dans les chiffres un déclin visible. Donc, pour ça, on va prendre l'exemple de, par exemple, Apple. Donc, Apple, dont le cours de l'action, bah tiens, j'ai le cours ici, c'était pas mal effondré dans les années 2010. Donc ici, en 2012, on a un moins 45%. Et en 2015-16, on a un moins 33% encore. Et d'ailleurs, on en a encore un pas mal ici, moins 40%. Donc entre 2012 et 2018, tu as eu quand même 3 baisses de autour des moins 40%, quoi. Et pourtant, encore une fois, on voit bien qu'à long terme, ça n'a pas changé grand-chose. On aurait pu simplement ignorer ces baisses-là, quoi. Et donc si on va maintenant regarder les résultats que l'entreprise avait dans ces périodes-là, si on regarde simplement déjà le chiffre d'affaires, donc 2012, ils ont fait 45% de croissance, 2013 9%, donc ralentissement, enfin bon, ça reste pas mal. Ensuite 2014 7%, 2015 28%, petite baisse en 2016, 2017 plus 6, 2018 plus 16, 2019 moins 2. Donc voilà, il n'y a pas vraiment au niveau du chiffre d'affaires de déclin visible, il y a eu 2 années avec des petites baisses, mais ça, ça arrive à absolument toutes les entreprises d'avoir des années un peu de stagnation avant de repartir. Donc, bon, c'est pas vraiment ce que j'appelle un déclin visible, quoi, juste une année avec une légère baisse de chiffre d'affaires. Tu regardes le free cash flow, donc ce qui reste après avoir enlevé toutes les dépenses, c'est à peu près pareil. Donc, on voit ce qui a fait douter le marché maintenant après coup, hein. C'est qu'ici, c'est 2016, ils ont eu une petite phase où ils n'ont pas eu de croissance. Et ensuite, pareil, entre 2018 et 2019. Mais ça, c'est pas assez pour conclure un déclin, hein. Une trajectoire d'une entreprise, c'est pas tout droit, c'est pas une courbe parfaite. On voit l'impact de la baisse du free cash flow sur le ROIC, mais ça restait des bons ROIC au-dessus des 15%. Et les marges, pareil, rien de spécial, hein. Donc là, on voyait qu'il n'y avait pas de signe de déclin visible au niveau des chiffres. Et donc jusque-là, s'il n'y a pas de signe de déclin visible dans les chiffres, en tout cas, jusque-là, il n'y a aucune raison de vendre. Un business en déclin serait par exemple un business qui a plusieurs années de baisse de chiffre d'affaires, qui a, je sais pas, un free cash flow qui passe en négatif sur quelques années, un ROIC qui s'effondre, des marges qui s'effondrent, une dette qui explose, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc pas de raison de vendre s'il n'y a pas un déclin visible au niveau des chiffres. Ensuite, la quatrième étape, c'est de regarder de quoi le marché a peur pour l'avenir de l'entreprise. Donc là, tu vas juste faire la liste, en fait, tu vas lire un peu et écouter tout ce qui se dit pour comprendre pourquoi l'action baisse, quelles sont les choses qui font peur aux autres investisseurs. Et là, tu fais la liste, et pour chacun de ces points-là, tu vas rechercher est-ce que c'est crédible selon toi, à quel point c'est probable que le risque en question se matérialise. Et un exemple, c'est l'action Meta que j'avais achetée en 2022. Donc en 2022, l'action avait perdu au max presque 80%. Et donc à l'époque, les risques dont tout le monde parlait, c'était déjà la concurrence de TikTok, c'était la mise à jour Apple, je crois que c'était 14.5, qui en fait demandait aux utilisateurs s'ils voulaient être traqués, quoi, pour les trucs de publicité. Donc en gros,
enfin, à chaque personne qui cliquait non, leurs informations de navigation n'étaient pas envoyées à Meta quoi, pour le ciblage de leur publicité. Il y avait aussi tout le monde qui disait que Zuckerberg mettait tous les capex, donc tous les investissements dans le métaverse. Aussi le fait que plus personne ne va sur Facebook, Facebook c'est fini. Et je pense qu'il y avait encore d'autres trucs. Mais donc voilà, tu listais tout ça. Bon, par exemple, plus personne ne va sur Facebook, mais il suffisait d'aller regarder les résultats de l'entreprise. Tu voyais que non, il y avait toujours de la croissance sur le nombre d'utilisateurs. Il y avait juste eu un trimestre, une baisse sur le nombre d'utilisateurs. Alors je sais plus quel stade c'était, ça devait être nombre d'utilisateurs, peut-être journalier ou mensuel sur Facebook. Mais tu regardais dès que toutes les autres statistiques, tu prenais sur d'autres périodes, donc soit le mensuel, soit le journalier, ça a augmenté aussi. Tu regardais sur l'ensemble des applications, ça a augmenté aussi. Et encore une fois, aussi tu regardais enfin ça restait un seul trimestre de baisse. Et puis tu regardais le montant, c'était, je me rappelle plus du montant, mais c'était, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque dessus, mais c'était une baisse de 0,x% des utilisateurs. Donc c'était complètement négligeable quoi. Donc déjà ça, l'histoire de plus personne va sur Facebook, je m'étais dit c'est pas crédible. Ensuite l'histoire de Zuckerberg met tous les capex dans le métaverse, pareil tu pouvais voir dans les transcripts, dans les annonces de résultats que c'était pas vrai, c'était 20% des capex allaient dans le Reality Labs. Et le Reality Labs contenant différentes choses, les casques de VR, etc., les lunettes maintenant. Et le métaverse n'était qu'une petite partie de Reality Labs. Donc l'argent qui était investi dans le métaverse, c'était pas du tout la totalité des capex, ni même 20% des capex. Et pour le risque de la mise à jour Apple, qui les empêchait de bien traquer les utilisateurs, ils avaient lancé un truc qui s'appelle API Conversion, qui permettait d'envoyer les événements côté serveur et pas côté client. Et ça, Apple peut strictement rien y faire. Donc j'avais conclu que pareil, c'était pas un vrai risque. Et donc voilà, c'est ça le travail qu'il faut faire, c'est prendre chacun des risques pour l'entreprise en question, se demander est-ce que c'est crédible. Si on estime qu'ils sont pas vraiment crédibles, bah dans ce cas, encore une fois, on n'a aucune raison de vendre. Et ce qui est important sur ce point-là, c'est que toutes ces peurs, elles concernent le futur. Et donc à partir du moment où c'est le futur, on peut pas avoir de certitude, on pourra pas être sûr à 100%. Là, vraiment, le seul travail à faire, c'est juste se demander est-ce que ça semble plausible? Est-ce que la probabilité que ces risques se matérialisent est élevée ou pas? Et si ça nous paraît un peu tiré par les cheveux, ça ne veut pas dire que ça a 0% de chance de se produire, il y a toujours un risque en investissement. On aura forcément des pertes sur certaines actions, mais donc si ça ne nous paraît pas crédible, il n'y a pas de raison de vendre. À l'inverse, si tout le risque en question, ils nous paraissent évidents qu'ils vont se produire, tu vois, il y a des cas comme ça où vraiment les entreprises sont mortes. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu un problème au moment de l'achat, parce que c'est quand même, sur les bonnes actions, au final, ce scénario-là est rare quand même, hein. La plupart du temps, sur les très bonnes entreprises qui sont là depuis longtemps, avec des gros remparts concurrentiels, qui ont des croissances régulières depuis très longtemps, etc., la plupart du temps, les peurs comme ça, au final, ne se matérialisent pas. Donc ouais, si après avoir eu une réflexion rationnelle, on conclut que c'est évident que la boîte est morte, c'est que là, il faut revoir le processus d'achat des actions. Donc voilà, ça c'était pour le point numéro 4. Et le point numéro 5, c'est de regarder la valorisation à l'instant T de l'action en question. Si malgré la baisse, elle est toujours élevée ou juste normale, à ce moment-là, encore une fois, ça montre qu'il y a eu un problème au moment de l'achat. Ça veut juste dire que tu avais acheté trop cher. Peut-être que tu as été justement convaincu par des discours très optimistes dans des moments où tout allait bien et où personne ne ressentait le risque. Alors, un exemple, par exemple dans ce moment, tu peux prendre par exemple Palantir. Donc je parlais plusieurs fois que pour moi c'était un des pires investissements qu'on pouvait faire là en 2025-2026 parce que la valorisation était extrêmement, extrêmement élevée, donc 174 fois le free cash flow. Si on enlève les SBC, bon, c'est encore pire. Et même, tu regardes le prix sur chiffre d'affaires, on était monté, c'est ça le problème, c'est que on était monté, ça sort du graphique, mais on était au plus haut à 130, même à 140 fois, 150 fois le chiffre d'affaires. Ce qui est, voilà, c'est au-delà de surévaluer, il n'y a même plus d'adjectif. Mais si on va voir le cours de l'action, donc Palantir, eh bien on voit que là l'action perd pour l'instant au moment où je tourne, elle a perdu au plus bas 40% presque, et là 30%, donc c'est quand même une baisse assez importante. Pourtant, il est toujours à 82 fois le chiffre d'affaires, donc ça reste extrêmement élevé. Donc quelqu'un qui aujourd'hui aurait des actions Palantir et qui serait à moins 20, moins 30% sur son investissement, et à l'inverse, si suite à la baisse, l'action elle est pas chère, donc je peux reprendre l'exemple par exemple de Meta, bah si aux étapes 3 et 4 j'ai conclu que j'avais pas de raison de m'inquiéter et que je voyais à ce moment-là que la valorisation était très basse, et bah c'était encore moins une raison de vendre et au contraire c'était justement un moment d'acheter et justement de profiter du pessimisme. Donc voilà, c'était mes 5 étapes pour savoir s'il faut revendre une action qui s'est effondrée.
Et pour terminer la vidéo, si tu veux construire ton portefeuille avec moi, tu as un lien en description. Donc j'envoie chaque semaine les meilleures actions de la semaine, donc avec mes prix cibles, une mise à jour de mon portefeuille en même temps. J'envoie aussi toutes les transactions que je fais, donc actions que j'achète, actions que je vends. Donc ça, je les envoie le jour même où je fais la transaction, avec les explications de mes décisions, les analyses des actions. Et puis tu as aussi accès aux archives, donc avec les éditions précédentes, y compris l'action que j'ai achetée hier. Donc voilà, tu as le lien en description et à plus.